Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire où nous invitons ce soir Éric Lefort qui va nous faire une présentation par le biais d'un webinaire d'une conférence qui s'est tenue donc le 23 juin, comme c'est marqué actuellement sur la diapositive que devait avoir à l'écran, donc une conférence qui a duré un peu plus de 3 heures le 23 juin, qui va être quelque part synthétisée aujourd'hui en webinaire pour à la fois rappeler les points forts de cette formation aux personnes qui y ont participé, mais également donner à toutes les personnes qui n'ont pas pu se rendre dans nos bureaux à Paris, donner également les points les plus importants de cette formation. Donc pour ma part, je suis Monsieur Weissrock, représentant la société WH Self Invest à Paris. Ce soir, c'est un webinaire un petit peu en partenariat avec Mogalef Trading et avec Éric Lefort. Donc, j'aurai peut-être à prendre la parole en cours de webinaire pour apporter des précisions si nécessaire sur des points qui auraient plus trait à l'offre de WH Self Invest. Maintenant, évidemment, Éric Lefort travaille depuis très nombreuses années avec la plateforme NanoTrader. Donc, je dirais presque qu'il en connaît beaucoup plus que moi sur la plateforme. Donc, ce qui est pour de la plateforme, évidemment, il pourra normalement vous répondre sans difficulté. Pour ma part, je pourrais être là pour répondre sur les points particuliers de l'offre Self-Invest si ça venait à se poser. Juste en rappelant une actualité toute récente du mois de juin, mai-juin, donc, ça a été le retour des futurs Euronext. Donc, depuis 1998, Self-Invest a été créé en 1998 et depuis 2002 propose les contrats futurs. Donc, ça fait plus de 20 ans maintenant que nous proposons les futurs. Il y a eu une petite interruption pour la bourse Euronext après le Brexit. Et maintenant, on peut à nouveau travailler sur la bourse Euronext, donc aussi bien avec Amsterdam, l'AEX 25, que avec le CAC 40 et Euronext Paris. Donc ça, c'est un petit peu l'actualité mai-juin 2022, donc c'est tout récent chez Self-Invest. Donc si vous êtes déjà client futur et que vous voulez réactiver Euronext, c'est très facile, vous nous contactez au support. Si vous n'êtes pas encore client, ben évidemment, vous pouvez opter pour une offre, si vous êtes intéressé par les futurs, pour une offre avec Nice Euronext Paris. Voilà. Donc, sans plus tarder, ben, je laisse la parole à Eric pour sa présentation, pour qu'il se présente d'une part, mais pour cette conférence. Et je reste bien sûr à l'écoute du webinaire. Donc, bonsoir à toutes et tous. Donc, je suis Eric Lefort, je suis trader depuis 25 ans à peu près. Et j'ai fait des formations pour Univers Bourse, qui s'appelait ProAT à l'époque. Maintenant, j'ai cessé de faire des formations, mais j'ai fait une petite exception donc le 23 juin en faisant une formation de 3 heures, essentiellement sur la psychologie, la protection du trader, mais aussi sur un exemple de méthode pour montrer un petit peu quelles sont les possibilités sur une méthode relativement simple mais performante. Alors, vous pourrez trouver le PDF de ce webinaire. En fait, vous aurez le PDF de la conférence complète qui a à peu près le double de diapositives que ce qu'on va voir ce soir. Donc, je vais vous expliquer comment aller le chercher. Donc, dans un premier temps, vous allez sur le site Mogalef Trading et vous voyez le PDF. Ah bon, ça c'est en anglais, on va le mettre en français. Voilà. Donc, le PDF de la conférence, vous allez le chercher dans le forum Mogalef en fait. Quand vous cliquez sur forum Mogalef, si vous n'êtes pas déjà inscrit, hein, vous tombez sur cette page, s'inscrire donc. Alors, il suffit de mettre un email, un mot de passe, cocher la case, s'inscrire et ça y est, vous aurez accès donc immédiatement au site, voilà, et au forum qui se présente comme ça. Et là, vous voyez, il y a un groupe exclusivité et mot de passe. Et là, vous aurez donc le mot de passe pour formation psychologie du trader qui vous sera donné donc à ce niveau-là. Alors pourquoi ça? Parce qu'il s'agit d'une formation et non pas d'une conférence. Donc l'accès au PDF est un petit peu plus difficile, mais bon, faisable quand même pour la plupart des gens, je pense. Non, c'est pas ça que je voulais faire.
Voilà. On passe en plein écran, ce sera mieux. Donc, alors là, c'est fortement résumé par rapport à ce que j'ai fait en conférence, mais l'essentiel est là. C'est la réaction, en fait, que l'homme, d'une manière générale, a face à une situation stressante, et le trading est éventuellement une situation stressante. Donc, face à une situation stressante, en fait, vous avez une réaction instinctive qui vous dit danger. Et danger, ça veut dire mobilisation du cerveau automatique. Alors, qu'est-ce que c'est que le cerveau automatique? C'est le cerveau reptilien. Donc, c'est l'instinct qui prend la relève et qui vous dit ou bien combattre ou bien fuir. Donc, en général, quand on est en trading, on dit combattre, alors que quand on est en difficulté, en forte difficulté, la bonne réaction, c'est plutôt la fuite que le combat. Donc, en fait, le danger va mobiliser le cerveau automatique et le cerveau néolimbique, qui lui va donner les instructions à partir du stress, de résistance, de lutte ou de conflit. Si vous restez à ce niveau-là, vous allez faire d'énormes bêtises. Donc, ce qui est important, c'est de déterminer si vous êtes en train de vous laisser mener par ces cerveaux reptiliens, les cerveaux anciens, si on peut dire. Et le travail qu'on doit faire, c'est basculer sur le cerveau adaptatif, c'est celui qui est capable donc de réfléchir. Ça, c'est une chose très difficile à faire, surtout quand le stress est très important. En particulier, par exemple, quand vous êtes en perte ou quand vous êtes en fort gain. Là, ça va être le cerveau reptilien et le cerveau automatique, le néolimbique, qui vont prendre les commandes. Il faut impérativement que vous soyez en mesure de détecter ce moment où les cerveaux anciens, si on peut dire, les cerveaux instinctifs, prennent les commandes. Et là, à ce moment-là, vous avez deux solutions. Ou bien vous arrivez à basculer et mobiliser le cerveau adaptatif, c'est-à-dire arriver à réfléchir, en fait, avec les éléments que vous avez devant vous. Ou bien, si vous n'y arrivez pas, déterminez que vous n'y arrivez pas. Et si vous n'y arriverez pas, et que vous le voyez, là, vous êtes sauvé, entre guillemets, parce que là, ce qu'il faut faire, c'est immédiatement sortir du marché. Ne pas se poser de questions, immédiatement sortir du marché si on n'arrive pas à rebasculer sur une vue du marché par le cerveau adaptatif. Donc le stress, il faut le savoir, est un processus automatique donc que vous ne pourrez pas contrôler. L'idéal, donc, enfin l'impératif, je dirais, c'est d'identifier les signaux d'alarme pour savoir quand vous perdez le contrôle et quand vous êtes incapable de réagir correctement à une situation. Alors, le cerveau limbique automatique est un très bon ami, mais uniquement dans certaines circonstances et pas dans les circonstances de trading, en fait. Ce qu'il vous faut donc, c'est arriver à percevoir la réalité pour éviter d'avoir des réactions inadéquates et souvent excessives. Excessives dans le sens que vous allez réagir un petit peu n'importe comment et un petit peu trop fort ou beaucoup trop fort. Donc ça, c'est pour éviter des situations plus ou moins graves. Alors cette partie, je l'ai résumée en très peu de diapositives, mais c'est une partie extrêmement importante. Si vous n'arrivez pas à voir que vous êtes en fait mené par vos sentiments, eh bien là, vous avez de fortes chances de ne pas arriver à trader en fait correctement. Les principaux symptômes à détecter, comme quoi vous perdez en fait les pédales, c'est d'éloigner le stop loss. Quand vous éloignez le stop loss, vous enlevez en fait la colonne qui maîtrisait votre risque. Le deuxième symptôme, c'est moyenner à la baisse. Si vous moyennez à la baisse, votre position va augmenter, augmenter, augmenter jusqu'au moment où ça va vous retomber sur la figure. Le troisième symptôme, c'est voir un élément technique majeur qui va contre, bien sûr, votre position, mais ne pas en tenir compte, en refuser les conséquences. C'est un petit peu la politique faire l'autruche. Et l'autre symptôme qui est très difficile et tout le monde a tendance à rentrer dans ce symptôme-là,
c'est d'avoir envie de se battre. Avoir envie de se battre, ça, c'est souvent caractérisé par j'allume l'ordinateur, j'ai à peine le temps de voir le marché, que déjà je me dis il faut entrer à ce moment-là. Alors, c'est évidemment quelque chose qu'il faut éviter, et à la limite, vous fixez une limite de temps avant de pouvoir entrer sur le marché, parce qu'il vous faut d'abord analyser le marché, et ensuite, il va vous falloir attendre que se présente une situation que vous maîtrisez, que vous savez comment traiter. Mais surtout, n'allez pas sur le marché directement à partir du moment où vous allumez l'ordinateur. Donc, à peine connecté, vous entrez en position. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous avez peur de rater une occasion. Vous avez envie de combattre le marché, mais le marché est plus fort que vous. Vous êtes impatient de montrer au marché que vous le dominez. Donc, vous êtes courageux, vous pensez que le marché va se plier à vos désirs. En fait, vous ne tenez pas compte d'une analyse logique. Vous vous considérez comme trop fort, assez fort pour vous en passer. Parce que ce que vous voyez directement vous inspire l'action d'entrer sur le marché. Si vous raisonnez comme ça, vous n'êtes pas un trader, vous êtes un joueur. Donc, éloignez le stop loss. En général, c'est quand la position tourne mal, la plupart du temps. Donc, vous refusez la perte. Vous refusez la perte et souvent en prétextant que le stop était trop près et qu'il serait maintenant logique de le placer plus loin. Il serait peut-être logique de le placer plus loin si vous rentriez à ce moment-là, mais vous rentrez avant et vous aviez un stop. Donc, éloigner le stop loss, c'est augmenter en fait vos chances de perdre beaucoup. Vous augmentez votre perte potentielle. Vous augmentez votre potentiel de perte et pas votre potentiel de gain. Vous risquez en plus de sortir de votre money management, c'est-à-dire de miser entre guillemets trop, d'avoir une trop grosse position pour votre portefeuille. Vous raisonnez comme un battant, un combatif, vous avez envie de combattre encore une fois le marché, et si vous faites ça, le marché est plus fort que vous, vous ne raisonnez pas en trader, vous n'êtes pas un trader. Éloigner le stop loss, ce n'est pas une réaction de trader. Moyenner à la baisse, c'est bien sûr aussi quand la position tourne mal, et encore une fois, vous refusez la perte. Maintenant, le prétexte, c'est toujours que votre entrée était prématurée cette fois. Donc, vous estimez que vous avez fait une entrée prématurée. Encore une fois, vous refusez d'être vaincu et vous voulez moyenner votre prix de revient pour pouvoir sortir sans perte la plupart du temps. C'est-à-dire que même si le marché revient dans votre sens, à partir du moment où vous avez effacé la perte, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de sortir. Ce qui revient en fait à augmenter votre potentiel de perte, puisque vous avez augmenté la taille de votre position, mais vous n'augmentez pas votre potentiel de gain en fait. Dans la mesure où la plupart du temps, vous sortirez quand vous serez à zéro, en gros, en étant très content, mais en fait, vous n'avez plus de potentiel de gain la plupart du temps. Alors, pour bien comprendre moyenner à la baisse, je vais prendre un exemple. Mettons que vous achetez l'action A à 1000, mettons, une action A à 1000, et ça se passe mal. Vous voyez que les cours commencent à descendre. Ils descendent, descendent fortement, et puis ils atteignent, mettons, 700. Et vous vous dites, bon, j'ai été rentré prématuré, je moyenne à la baisse, comme ça va me faire un prix de revient à 850, et j'ai effacé une partie de ma perte. Ce raisonnement est totalement faux. Si je vous dis, j'achète une action A à 1000 €, elle descend à 700, j'achète une action B à 200, à 700, donc j'achète aussi une action B à 700, c'est-à-dire une autre action, j'ai moyenné à la baisse. C'est idiot, puisque ce n'est pas la même action. Il n'y a pas de moyenne ici, mais c'est exactement le même cas, c'est-à-dire que vous avez deux trades différents. Un premier trade que vous avez engagé lors de votre première entrée, et un deuxième trade que vous avez engagé au moment où vous moyennez à la baisse. Ces deux trades
ne se compensent pas. Il n'y a pas réellement de moyenne à la baisse. Vous avez toujours la perte potentielle sur votre première entrée sur le marché. Donc, n'effacez pas cette perte potentielle. Tout ce que vous faites, c'est engager un deuxième trade en priant, entre guillemets, en supposant que ce deuxième trade va être positif. Et vous voyez que c'est exactement la même chose que si vous achetiez une action différente, en fait. Ça revient au même exactement. Ce n'est pas vraiment une moyenne à la baisse, c'est un deuxième trade que vous engagez. Donc, en fait, vous improvisez la plupart du temps en faisant ça et vous abandonnez une discipline, la discipline, en fait. Vous prenez des libertés avec vos règles. Vous ne raisonnez pas en trader. Vous n'êtes pas un trader si vous moyennez à la baisse. Vous êtes un joueur. Maintenant, voir un élément technique majeur, une indication de marché qui vient contredire les raisons qui vous ont fait entrer sur le marché. Vous refusez d'en tenir compte parce que vous êtes fier, vous n'admettez pas que votre plan de trade soit bafoué, qu'il ne vaille maintenant plus rien, qu'il soit invalidé. Alors, vous vous accrochez à votre analyse, bien qu'elle soit invalidée, parce que vous êtes pugnace. Pugnace qui est une qualité théoriquement dans la vie. Alors, le pire, c'est si vous avez rendu votre trade public. Sur un forum, par exemple, vous voulez être populaire et qu'on vous admire. Donc, vous allez rester sur cette position malgré qu'un élément technique soit venu contredire les raisons qui vous ont fait entrer dans le marché. Qu'est-ce que vous faites en réalité? Vous faites l'autruche et vous passez en mode espoir. C'est-à-dire, prions pour que ça se passe bien et on n'en sait rien et on n'a plus aucune raison technique de savoir si ça va bien se passer ou mal se passer. On ne sait pas comment le traiter. Vous ne raisonnez pas en trader, vous n'êtes pas un trader si vous refusez de voir les éléments techniques qui vont contre votre plan de trade. Maintenant, on attaque les règles à respecter. J'ai énuméré un certain nombre de règles dont il faut s'y tenir, il ne faut pas en déroger. Y déroger, pardon. C'est le mot que je cherchais. Alors, première règle, le money management. Alors, le money management, ça consiste à maîtriser son risque par rapport à la taille de son capital. Alors, ce qu'il faut savoir, là, je ne vous fais pas la démonstration, c'est que même avec une méthode gagnante, on peut perdre son capital. On a fait un certain nombre de tests répétés sur une méthode gagnante en faisant des tirages aléatoires et en regardant ce qui se passe en fonction du risque que l'on prend, plus ou moins de risque. Les conclusions, c'est que si vous prenez un risque de 2% du capital sur un trade, c'est-à-dire que vous risquez de perdre 2% de votre capital, pas plus ou plus d'ailleurs, vous survivrez, entre guillemets, c'est-à-dire que vous resterez dans le marché, vous n'abandonnerez pas la méthode gagnante pratiquement tout le temps, en fait. Extrêmement rarement, ça peut bien se passer, mais un risque par trade de 2% du capital, c'est pratiquement se mettre un revolver sur la tempe. Il faut savoir qu'avec un risque de 1% du capital, là, ça se passe beaucoup mieux. Beaucoup mieux, mais même si vous gagnez un petit peu au départ, il est possible que vous ayez une mauvaise série et que cette mauvaise série, par exemple une perte de 30% de votre capital, vous fasse abandonner cette méthode gagnante. Donc c'est dommage, vous avez une méthode gagnante, mais vous risquez de l'abandonner si jamais ça se passe mal. Alors sachez quand même qu'avec 1% du capital, c'est souvent un niveau en dessous duquel il est difficile de descendre quand on a un petit capital, en fait. Si on a un gros capital, il n'y a pas d'excuse. On survit la plupart du temps avec une méthode gagnante si on ne risque que 0,50% du capital. Alors la plupart du temps, ça veut dire 95%. C'est-à-dire que dans 95% des cas, vous utilisez votre méthode gagnante, vous vous y tenez, elle vous fait gagner de l'argent et vous ne perdez pas. Si vous avez une période de perte, elle sera très inférieure à 30% du capital. Donc ça, le money management, c'est la base de départ. Si vous voulez continuer à trader,
Il faut impérativement protéger votre capital. N'engagez pas des positions fortes en disant je vais gagner énormément et puis comme ça je pourrais miser un peu plus et puis avoir un money management plus raisonnable. En général, quand on fait du kit to go, pratiquement, ça peut marcher une fois ou deux, puis la troisième fois, c'est fini. Donc, même en cas de petit capital, maîtrisez votre risque. Au maximum, je dirais 1% du capital. Et si vous pouvez, 0,50% du capital risqué à chaque trade, c'est ce qu'il y a de mieux. Deuxième règle, je n'éloigne jamais mon stop loss. Le stop loss, c'est la béquille qui vous empêche de tomber dans la perte, dans la grosse perte en fait. N'oubliez pas que si vous l'éloignez, vous augmentez votre risque. C'est-à-dire que la plupart du temps, vous passez en mode espoir. J'éloigne mon stop, mais j'espère que cette fois, ça va se retourner. La plupart du temps, la chute est dure parce que vous allez perdre plus que raisonnable et vous n'allez pas respecter votre money management. La conséquence de ça, c'est que quand on place son stop loss, il faut apporter un soin particulier à l'endroit où on le place. Il faut le placer bien sûr correctement, mais surtout pas trop près. Ne pas chercher à avoir un trade de 400 points avec un stop loss à 10 points. Ça peut marcher une fois de temps en temps. La plupart du temps, vous perdrez vos 10 points. Donc, vous enchaînerez les petites pertes. Donc, il vaut mieux engager une position moindre avec un stop loss bien placé, pas trop près, qui laisse la place pour la volatilité du marché, plutôt que engager une position un peu plus importante et mettre le stop loss trop près. La troisième règle, je ne renforce jamais une position perdante. Quand vous renforcez une position perdante, c'est comme si vous montiez sur une échelle de plus en plus haut. La chute n'en sera que plus dure si jamais vous êtes, ça va jusqu'à votre stop loss. N'oubliez pas que le renforcement perdant est une illusion. En fait, en moyennant, psychologiquement, vous êtes plus confortable et pourtant vous renforcez votre potentiel de perte tout en annulant pratiquement vos possibilités de gain. Donc, c'est vraiment pas quelque chose à faire. Au mieux, vous sortirez dès que le prix du marché aura atteint votre prix de revient. Donc, n'oubliez pas que renforcer une position perdante, ce n'est jamais que prendre une autre position. Ça n'efface pas la perte. On a l'impression que puisque le prix de revient est plus près, alors ce sera plus vite fait d'effacer la perte, mais non. C'est le premier trade, la perte potentielle sur le premier trade existe toujours. Si vous engagez un renforcement sur une position perdante, alors vous initiez en fait un nouveau trade, mais vous n'effacez pas la perte potentielle du premier. Donc au pire, effectivement, la perte peut devenir abyssale. J'en connais qui ont perdu 30% de leur capital comme ça, pratiquement en une position. Quatrième règle à respecter, je n'enchaîne pas les pertes. Alors, on vous dit souvent, il faut éviter l'overtrading, c'est-à-dire multiplier les trades, faire trop de trades pendant une journée si vous êtes des traders. Donc, si vous êtes des traders, il faut savoir que ceci est faux. Vous devez non pas éviter de multiplier les trades, vous devez éviter les séries de pertes, mais rien ne vous empêche de faire des séries de gains. C'est-à-dire que si vous faites des séries de gains, si vous gagnez suffisamment et régulièrement sur une journée ou sur plusieurs journées, je ne sais pas comment vous travaillez au juste, on va se placer dans le cas de l'intraday, eh bien, rien ne vous empêche de continuer à trader. Alors moi, personnellement, comment je fonctionne sur l'intraday, j'ai droit à 2 pertes maximum par demi-journée, c'est-à-dire maximum 2 pertes le matin, maximum 2 pertes l'après-midi, avec une limitation autre, c'est-à-dire que j'ai droit à 3 pertes maximum dans la journée. 3 pertes maximum, c'est-à-dire si je fais 2 pertes le matin, je n'ai plus droit qu'à une perte l'après-midi. Si je fais une perte l'après-midi, j'arrête de trader.
Si je fais 2 pertes le matin, j'arrête de trader le matin, j'attends l'après-midi et là, j'ai une seule chance. Une seule chance. Et si je fais une perte, stop. Par contre, j'ai droit à un nombre illimité de gains. C'est-à-dire que je ne vais pas m'arrêter si j'ai 5 trades gagnants. Si j'ai 5 trades gagnants et 2 trades perdants, je ne vais pas m'arrêter. Si j'ai 5 trades, disons 10 trades gagnants et 3 perdants, là, je m'arrête. C'est-à-dire que c'est le nombre de trades perdants qui fait arrêter la journée. Ce n'est pas le nombre de trades gagnants. Cinquième règle, utilisez des stratégies simples, pas trop compliquées. Ne vous compliquez pas les choses, ne mettez pas 50 indicateurs. Il faut que ces stratégies, vous les jugiez efficaces. Il faut qu'il y en ait peu parce que c'est pas faire penser à trader avec plusieurs stratégies, c'est difficile. Trop de stratégies, ça devient impossible. On passe à côté de la plupart du temps des signaux intéressants. Donc des stratégies simples, efficaces, peu nombreuses. Et surtout des stratégies que vous comprenez. C'est-à-dire n'appliquez pas des recettes de cuisine. Le trading, c'est pas suivre des recettes. Non, c'est maîtriser certaines configurations de marché et savoir comment les utiliser et comment réagir à tout ce qui peut se passer sur ces configurations de marché. Il faut savoir que les traders qui ont lu trop de livres, ça leur complique un petit peu les choses dans la tête parce qu'ils essayent de tout mélanger, de prendre un truc à droite, un truc à gauche, de monter X stratégies. Ils ont l'impression qu'ils auront beaucoup plus d'éléments, que ce sera beaucoup plus sûr parce qu'ils ont plein d'éléments pour valider l'entrée sur le marché ou la sortie. En fait, ce sont des usines à gaz qui se révèlent de toute façon inefficaces sur la durée. C'est un petit peu comme si en cuisine, vous prenez tout un tas de très bons ingrédients et puis vous les mélangez totalement au hasard. Il est rare que vous ayez un bon plat à la sortie. En bourse, c'est pareil. Hein, si vous mélangez des stratégies, si vous prenez des bouts de stratégie à droite, à gauche et que vous montez une usine à gaz, vous aurez très, très rarement une méthode efficace, tout comme on aurait si on mélangeait les ingrédients en cuisine, très, très rare au hasard, très, très rarement quelque chose de bon. Alors par contre, il faut rester dans ce domaine, si ne pas lire assez conduit à l'échec, trop lire peut conduire à un état de paralysie en fait. Vous ne savez pas quel type d'indication il faut suivre. Donc restez sur des stratégies simples. Hein. Vous pouvez, à partir de certains livres par exemple, déterminer cette stratégie-là me convient, je la comprends. Donc je la comprends, je vais l'utiliser. Un autre livre vous donne une autre stratégie. Dans un autre livre, vous trouvez une stratégie qui vous convient, que vous comprenez, hein, toujours comprendre ce qui se passe, ne pas appliquer des recettes. Eh bien, vous prenez également cette autre stratégie, donc cette stratégie sur une autre configuration. Et puis, vous faites ça, mais vous n'utilisez pas 50 configurations différentes. Limitez-vous à 2, 3 configurations que vous attendez, point. C'est un maximum quand on fait du trading de façon discrétionnaire. Sinon, vous n'arriverez pas à maîtriser tout et vous allez vous fatiguer en plus en essayant de voir tout dans tous les sens. Et étant fatigué, vous serez d'autant plus enclin à faire des bêtises graves quelquefois. Sixième règle, je n'entre pas sans une analyse, un plan de trade cohérent qui correspond à une situation connue. Situation connue, ça c'est très important. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas sur une impression ou sur une impression déjà vue, sur une impulsion parce que le marché est en train de se déplacer fort, vous avez envie de rentrer dans le mouvement, vous avez peur de rater le mouvement. Rater un mouvement, ça arrive et c'est pas un drame parce qu'il y aura un autre mouvement plus tard. Et le mouvement plus tard, s'il correspond à une situation que vous connaissez, s'il correspond à une configuration que vous maîtrisez, que vous comprenez, alors vous la prendrez. Et ce n'est pas grave si vous ratez une configuration même connue, c'est pas grave si vous la ratez, il y en aura d'autres plus tard.
Donc, il faut savoir que plonger dans le marché sans attendre cette configuration favorable, eh bien, c'est pratiquement accepter de commencer la journée par une perte, en particulier le matin. C'est-à-dire, c'est comme plonger dans une piscine vide. Hein, vous sautez, vous n'avez pas vérifié que la piscine est pleine et vide parce que vous avez envie de plonger. D'accord, vous avez envie de plonger, mais quelquefois la piscine est pleine, quelquefois la piscine est vide. Donc, vous devez disposer d'un catalogue de configuration connu, un catalogue qui ne soit pas trop important, et vous ne devez surtout entrer sur le marché que si une des configurations connues que vous utilisez, que vous savez trader, que vous savez comment traiter, si donc, ce type de configuration donc se présente. Alors, il faut savoir, voilà, c'est fini pour les règles. Vous voyez, il y a 6 règles, donc pas très compliquées à comprendre, parfois compliquées à appliquer. Alors, si vous dérogez à ces règles en cours de journée, enfin, ou d'une manière générale, si vous y dérogez, surtout reprenez à zéro. C'est-à-dire que si vous aviez, mettons, si vous engagiez 3 CFD, par exemple, sur votre position habituellement au départ, eh bien non, dans ce cas, vous revenez à 1 CFD et vous faites vos gammes. C'est-à-dire que vous êtes extrêmement attentif à bien respecter les règles et quand vous aurez récupéré la perte qui a été générée par des règles que vous n'avez pas respectées, et à ce moment-là seulement, vous serez capable de continuer le trading comme vous l'aviez avant. Il faut refaire ces gammes avec une exposition minimale. C'est une sorte de punition, si vous voulez, mais ce n'est pas vraiment une punition. C'est une nécessité pour que reviennent en tête les bons réflexes. Et quand on essaye de faire revenir en tête les bons réflexes, alors il faut avoir, c'est qu'on a eu des mauvais réflexes, donc il faut engager le minimum possible de taille de position. Ça, c'est une règle qui est intéressante à suivre puisque ça vous évite en fait aussi de déroger aux règles parce que si vous savez que si vous dérogez aux règles, alors vous serez entre guillemets puni parce qu'il vous faudra refaire vos gammes. Donc ça, c'est quelque chose qui engage également à respecter les règles. Alors, parmi les raisons de perdre en trading, une des plus courantes est l'absence de méthode performante. Alors, il y a une étude qui a été faite sur 100 000 comptes de particuliers, de clients, et qui dit que, en fait, 64% des comptes clôturés, des trades clôturés, pardon, sont des trades gagnants. Ça veut dire que les clients en particulier ont apparemment su profiter des meilleures opportunités de trading, puisque 64% du temps, ils sortent gagnants. En fait, la solution, et qu'on trouve fréquemment sur Internet, hein, souvent on vous dit ça, est de prendre ces gains très rapidement pour avoir un taux de réussite très supérieur à 50%. On vous dit comme ça c'est fait, et puis petit à petit vous faites votre nid. OK. Alors ça, c'est donc ce qu'on trouve assez fréquemment malheureusement sur Internet, surtout dans les formations payantes la plupart du temps. Et quand vous entendez quelque chose comme ça, attention, arnaque. Parce que la contrepartie de cette technique fait que si vous prenez vos positions rapidement, en fait, vous êtes obligé de mettre votre stop à un niveau, à une distance supérieure à votre objectif. Sinon, si vous vous mettez à une distance équivalente, là, vous êtes à peu près sûr de perdre. Hein. Donc, pour avoir ce pourcentage de trade important, vous êtes obligé d'éloigner votre stop par rapport à votre objectif. Donc, en fait, vous ne pouvez pas prendre vos gains vos pertes, aussi rapidement que vos gains. Et donc, ça revient à accepter de laisser courir les pertes, d'abord un peu, puis, puisque c'est difficile inévitablement, puisque vous ne gagnez que très peu par trade, inévitablement, vous allez perdre beaucoup. Donc, n'oubliez pas que ce n'est pas parce qu'on a un gros pourcentage de trades gagnants qu'on gagne finalement sur le compte de trading. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir une configuration ou plusieurs configurations que vous reconnaissez
et que vous avez étudié et que vous êtes capable de traiter correctement. Alors maintenant, je vous pose une question. Bien sûr, je ne pourrais pas vous entendre ou entendre tout le monde sur la réponse, mais c'est une question que vous êtes sûrement posée déjà. Quel est mon marché de prédilection? Alors, ça peut être les indices, ça peut être des matières premières, des monnaies, les cryptos ou autres. Donc, vous avez sûrement une préférence dans toute cette liste, en fait. Mais vous êtes-vous posé la question, pourquoi est-ce que je préfère, mettons, le DAX? Pourquoi est-ce que je préfère le DAX? Alors, la plupart du temps, sur le DAX, la réponse est les mouvements sont importants, le spread est petit. C'est exact, oui, mais ça, c'est une caractéristique de marché. Ce n'est pas une raison vraiment importante que due à une étude de marché. Par exemple, si vous tradez les tendances, il faut essayer de voir quelles sont les heures de départ intéressantes. Est-ce que vous savez quelles sont les heures de départ intéressantes sur le DAX? Est-ce que vous savez quels sont les jours qui sont le plus favorables au départ en tendance? Est-ce que vous savez quelle est la portée habituelle des tendances, c'est-à-dire combien de points elles donnent, et par exemple combien de points elles donnent en moyenne le lundi, le mardi, le mercredi, etc. Donc quel est le pourcentage de trades qui sont jouables correctement avec cette configuration sur le DAX? Donc cette configuration, c'est le trading de tendance. Et à quelle distance placer le stop pour ne pas se faire sortir sur la majorité des tendances? Donc ça nécessite une étude de l'historique, voir un petit peu, et noter bien sûr sur un tableau par exemple, quels sont les jours de tendance, comment sont les tendances, est-ce qu'elles sont grandes, petites, etc. Comment, et sur les bonnes tendances, c'est-à-dire les gains potentiels qui sont très importants pour vous, comment placer, à quelle distance en général faut-il placer le stop? Pas en général d'ailleurs, en général ça veut dire pour en garder le maximum, pour garder le maximum de trades très gagnants, à quelle distance dois-je placer le stop pour ne pas me faire sortir sur ces tendances qui sont très intéressantes? Donc ça, ce sont des questions, c'est un exemple que vous devez vous poser quand vous dites je préfère trader le DAX. Pourquoi? Parce que je le connais, parce que je sais ce que je vais trader dessus, je vais trader les tendances, et parce que je sais quelles sont les caractéristiques des tendances sur le DAX et comment donc je dois les suivre et les traiter. C'est ça, en fait, connaître un marché. Donc, connaître un marché sur lequel on travaille, ce n'est pas simplement se dire oui, c'est bien parce qu'il y a des tendances, il y a du mouvement et il y a un spread petit. Non, ça nécessite une étude complémentaire pour savoir si ce marché est réellement intéressant pour trader les tendances avec votre méthode. Donc oui, effectivement, souvent, la plupart du temps, les gens ne se posent pas ce type de questions. Ils ne regardent pas ce qui s'est passé et ils ne regardent pas la façon intéressante de trader les tendances, par exemple, sur le DAX ou le DO, etc. Est-ce que l'un est plus favorable que l'autre? Est-ce qu'il faut le faire sur le CAC? Ou est-ce que sur le CAC, il faut trader les ranges parce que ça donne beaucoup plus de choses intéressantes avec l'achat des supports, la vente des résistances, tout ça, ça doit être une étude préalable. Il ne faut pas se lancer sur un marché sans le connaître. Avez-vous, donc, posez-vous la question, ai-je pris la peine de réellement étudier le marché que je trade? Sinon, étudiez-le. Bon, on en a fini pour la première partie, c'est-à-dire la partie où il n'y avait pas de graphe, si vous voulez. La partie un petit peu difficile que j'ai traitée rapidement, mais sur laquelle il vous faut revenir et en particulier éventuellement utiliser le PowerPoint complet pour un petit peu plus poser les choses et approfondir légèrement tout ce qu'on a vu. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Donc je vais vous laisser 30 secondes pour voir, enfin pour que vous me disiez si vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir.
Alors, c'est pas grave si je vois les questions un petit peu plus tard. De toute façon, il sera toujours possible d'y revenir. Donc, en attendant les questions, de toute façon, s'il y en a, je commence sur un exemple d'une technique possible de trading des tendances. Alors, le principe, c'est d'avoir quand même un certain nombre de points de repère. Pratiquement aucune technique, aucune méthode ne peut se passer du tracé des supports à résistance. Donc ça doit être un préalable pratiquement à toute séance de trading, essayer de trouver où sont les supports, où sont les résistances, et donc quels objectifs ou quels niveaux vont constituer un obstacle au développement des cours. Alors là, on a l'impression qu'il y en a plein des résistances, mais si vous regardez, elles sont relativement espacées. Hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre des résistances tous les 30 points. Ici, c'est sur le... Ah oui, je vous ai pas dit. Là, pour avoir un exemple qui ne coïncide pas avec ce que vous traitez d'habitude, l'essentiel des graphes seront sur le café. Parce que je ne pense pas que vous le tradiez d'habitude. C'est un marché très intéressant, mais réservé quand même aux comptes suffisamment fournis, je dirais. Parce que ça va très vite. Vous avez, en général, on vise à peu près 400-500 points et les stops sont aux alentours de 150, 175 points. Donc, il faut vraiment avoir quand même les reins solides. Alors, il peut y avoir des trades de 700-800 points hein, aussi. Donc ici, le plus important, c'est ne pas tracer trop de lignes. Ne pas tracer de lignes trop anciennes. C'est-à-dire que les lignes très anciennes, sauf les plus hauts absolus ou les plus bas absolus, ne sont en général plus regardées. Il faut regarder quand même quelque chose de relativement récent puisque vous allez trader sur une durée relativement courte en fait. Hein. Donc première chose, de toute façon, quelle que soit la méthode, tracer les supports à résistance. Ensuite, utiliser éventuellement des points de repère. Donc là, je vous dis un petit peu comment je fais hein, sur ce type de trading. Les points de repère sont toujours les mêmes, il y en a 3. Il y a la moyenne mobile 20, vous voyez en rouge ici. La moyenne mobile exponentielle 150, c'est celle en bleu là. Et le retracement 90, qui est un indicateur que vous trouvez aussi sur la NanoTrader. J'allais dire Future Station, mais c'est plus ça, c'est la NanoTrader. Donc, c'est un indicateur qui vous donne le milieu des 90 dernières bougies. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est le milieu entre le plus haut qu'on a trouvé ici et le plus bas qu'on a ici. Donc voilà, en gros, c'est un retracement de 50% du mouvement récent. Alors ça me sert pour déterminer une zone que j'appelle la zone neutre, en fait, qui est la zone autour du retracement 90 et de la moyenne mobile exponentielle 150. Ça me sert à distinguer, en fait, une tendance où les cours s'éloignent globalement de la zone neutre et une correction où les cours rejoignent la zone neutre ou bien où la zone neutre rejoint les cours. Le retracement 90, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que là, vous voyez, les cours se situent au-dessus. Donc, globalement, on est toujours en tendance haussière. On est au-dessus des 50%, si vous voulez. Et là, vous voyez le retracement 90 qui passe, qui passe au-dessus, oui, en l'occurrence, qui passe au-dessus des cours. C'est plutôt aussi les cours qui passent en dessous. Et vous voyez que ça peut constituer, cette zone des 50% de mouvement, peut constituer une zone de résistance ou une zone de support. Donc, c'est une autre indication assez intéressante. Et surtout, là, quand on est dans cette zone ici, je considère qu'on est en range. Donc, j'examine, j'essaye de voir entre quel niveau et quel niveau on est en range. J'utilise également un indicateur. Je vous conseille d'utiliser un indicateur, 2 éventuellement, surtout pas 5 indicateurs, parce que suivre 5 indicateurs en même temps, 1, c'est très fatigant, donc on va faire des bêtises, et 2, vous n'arriverez pas à les suivre, vous ne pouvez pas arriver. Surtout si en plus vous avez plusieurs marchés. Si vous surveillez 4 marchés avec 5 indicateurs,
à moins que vous soyez vraiment quelqu'un d'exceptionnel, bah, vous n'y arriverez pas. Donc moi, j'utilise la stochastique pondérée moyen terme, qui est disponible aussi sur la NanoTrader. La stochastique pondérée moyen terme, qui est en fait le rouge ici. C'est une compilation de stochastiques. C'est une compilation des 4 stochastiques, le vert, le rouge, le jaune et le bleu. Je ne vois pas pourquoi il y a en gros le bleu comme ça, mais ça devait être au moment où j'ai pris la main. Donc 4 stochastiques qui pondérés n'en forment plus qu'une seule, qui est donc le rouge ici. Alors quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est quand on est par exemple en période en poussée globalement haussière, je dirais, eh bien on va aller chercher les bas de STPMT pour acheter. On va attendre donc les bons moments pour acheter, ce qui correspond à ce niveau-là ou à ce niveau-là. Et là, vous avez indiqué le mouvement. Vous avez aussi une indication de timing, en fait. La distance, par exemple, entre les bas ici n'est pas exactement la même, mais est très proche. Donc, non seulement on a une idée du moment où il faut rentrer acheteur, puisqu'on ne peut rentrer que acheteur ici, par exemple. Donc, vous avez une idée du moment où on peut rentrer acheteur et vous avez du signal, en fait, vous avez une idée, 1, du signal, 2, du moment. C'est-à-dire, vous savez qu'autour de, mettons, 3 heures ici en l'occurrence, autour de 3 heures, vous allez avoir 2 bas espacés. Donc, vous allez avoir ici un bas 3 heures après ce bas-là, à peu près. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça dans la mesure où souvent la structure est en double sommet, comme ici et comme ici. Vous voyez. Donc là, vous avez en fait un bas ici, un bas là, un bas là et un bas là. Et là, ça c'est un seul mouvement avec un bas du milieu, si vous voulez, très fort. Donc là, par exemple, on passe avec une poussée négative. La poussée négative, c'est ce qui est indiqué ici par la petite bande rouge, en fait, qui est un rappel, qui est basé sur la zone neutre et la façon dont la zone neutre se présente. Alors, c'est un indicateur que vous pouvez trouver et mettre dans votre plateforme, qui est disponible aussi, vous regardez sur Mogalef Trading, dans les conférences précédentes, c'est le menu Home. Dans le menu Home, vous avez l'ensemble des PDF des conférences précédentes et les indicateurs gratuits qui sont en téléchargement. Donc ça vous permet, cet indicateur, en fait, d'afficher à la fois la moyenne mobile exponentielle 150 et le retracement 90, et ça vous trace une petite bande au milieu pour vous indiquer dans quel sens la poussée est apparemment dominante. Donc ça peut être une aide visuelle très intéressante qui éventuellement évite de faire des bêtises. Donc un indicateur et éventuellement un deuxième si vous en avez besoin, mais attention, on n'a pas besoin des indicateurs tout le temps. On a besoin des indicateurs quand leurs indications ont un sens. Là, ici, en l'occurrence, moi, le répulse que vous avez également sur la plateforme, le répulse ne va me servir que pour la détection des divergences, savoir où est la poussée. Donc là, par exemple, une divergence baissière ici. Donc, je m'attends à une baisse éventuelle derrière. Ici, une divergence haussière qui m'indique que peut-être qu'il serait temps de sortir du mouvement. Alors là, ce que je vous propose en fait comme méthode, c'est la cassure de range. Alors, que se passe-t-il ici, par exemple? Nous avons une action-réaction, c'est-à-dire qu'on va dans un sens et on est immédiatement contré, et ça se détache par rapport au cours. Ça, c'est une statistique, tout bêtement. On était dans un range ici, on a une sortie baissière avec la moyenne mobile 20 en général qui accompagne cette sortie. On a un refus en fait de revenir dans la zone neutre
En plus, on a une divergence de répulse, mais ça, tout simplement, cette cassure suffit. Cette cassure, à ce moment-là, est un point de sortie, point d'entrée, pardon. Donc ça, c'est une des façons de déterminer un point d'entrée sur le range. Alors, vous avez ici une sortie plus classique que celle qu'on a vue précédemment, avec une possibilité d'entrée à peu près à ce niveau-là. En réalité, là, c'est un petit peu juste parce qu'on est vraiment encore sur une zone de résistance potentielle. C'est un petit peu plus confortable de rentrer légèrement après. Mais maintenant, on peut rentrer directement sur la cassure de range éventuellement. Hein. Mais ce qu'il faut qu'il se passe en fait, pour déterminer que c'est un range et qu'on est en train de faire une cassure, c'est que la moyenne mobile 20 soit proche du milieu du range. Hein, et là, vous savez que vous êtes en range probablement, et qu'elle se retourne pratiquement à la hausse au moment où vous allez acheter, hein, en même temps que le signal d'achat. Alors, pour le mouvement lui-même, comment gérer, on verra un petit peu plus tard. Donc, c'est remarquer ici la vitesse globale et remarquez qu'on a une accélération. On verra ça un peu plus tard. Et là, le marché est contré. Donc, a priori, sur cette bougie, c'est vraiment un gros obstacle qui s'est présenté, en l'occurrence probablement les 24 000. Et puis, vous avez derrière quand même des acheteurs qui vont continuer à essayer de grappiller, de rentrer dans le mouvement. Souvent, n'essayez pas de rentrer dans le mouvement sur ces structures-là, parce que ce sont des structures de fin de mouvement, et ça, c'est ce qu'on appelle une patate chaude. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, à partir de ce moment-là, eh bien, c'est une patate chaude et tout le monde essaye de se refiler et tout le monde se brûle et ça entraîne un retournement des cours ou bien une stagnation. Vous avez également la notion de range avec refus de la MM20, c'est-à-dire que, vous voyez, dans le range ici, les cours passent au-dessus de la MM20, en dessous, au-dessus, et pas en dessous, très très peu. C'est-à-dire que là, cette fois, on ne va pas chercher le bas du range, mais on reste sur le haut de range juste avant de casser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est que l'équilibre n'est plus parfait, comme dans un range. Dans un range, c'est un équilibre parfait entre les acheteurs et les vendeurs, avec des niveaux à peu près déterminés. Et là, l'équilibre n'est plus parfait parce qu'il n'y a plus personne qui veut vendre, en fait, pas assez de gens qui veulent vendre ou qui ont vendu à ce niveau-là pour faire baisser les cours, pour leur faire rattraper le bas du range. Et à partir de ce moment-là, si jamais il y a une cassure derrière, alors là, c'est intéressant de suivre cette cassure. Donc là, je vous ai montré trois petites structures sur la façon de traiter les sorties de range qui sont théoriquement, qui peuvent être, et qui sont souvent d'ailleurs, des débuts de tendance plus ou moins grandes suivant le marché que vous connaissez. Donc, vous savez à peu près à quel niveau, à quel type de tendance, quelle longueur de tendance, quelle profondeur de tendance ce marché spécifiquement est disposé à donner habituellement. D'où l'intérêt. Maintenant, il faut comprendre que la sortie, c'est hyper important. Bien acheter, c'est bien. Bien vendre, c'est pratiquement mieux. Oubliez que si vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas gagné. Ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter à vendre, hein, souvenez-vous, avec un bénéfice minime en essayant d'avoir un pourcentage de trade gagnant très important. Ce n'est pas forcément ça qui va vous faire gagner de l'argent. Donc, il est très important de savoir quand sortir ou au moins quand se préparer à sortir. Hein. Sachant que d'une manière générale, quand on trade les tendances, il faut essayer de rester dans le trade le plus possible. Moi, j'avais une méthode, entre guillemets, quand j'ai commencé à trader, c'est-à-dire que quand j'étais en position, je tradais les tendances, je n'arrêtais pas de me répéter, tiens la position, tiens la position, tiens la position, pour ne pas oublier que c'est tenir la position qui va me faire gagner de l'argent dans les tendances. Alors, maintenant, je vais vous montrer quelques exemples de structures favorables à une bonne sortie, en fait. Alors, on a déjà traité de l'action-réaction. Donc là, vous l'avez directement, en fait. Là, vous voyez le mouvement baissier, une grande bougie noire est contrée immédiatement. Là, le contre se fait en deux bougies. C'est mieux quand c'est contré en une seule bougie, mais là, le contre se fait en deux bougies. Donc, on a une action baissière, une réaction haussière. Et ça, souvent, ça vous indique la présence
ici d'un support, par exemple. Vous retrouvez à peu près ce type de structure ici aussi, qui vous indique la présence d'une résistance ici en l'occurrence. Donc l'action-réaction, c'est quelque chose que l'on doit surveiller. Quand vous voyez une action-réaction, il faut impérativement l'interpréter comme étant la présence d'un support ou d'une résistance. L'accélération éventuelle de fin de mouvement. Une accélération de fin de mouvement, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre cette fois entre les gens qui sont acheteurs et les gens qui sont vendeurs. Ici, en l'occurrence, tout le monde est à la vente, c'est-à-dire tout le monde, enfin tout le monde, entre guillemets, bien sûr. Une majorité est en position vendeuse. Et il y a une minorité de gens qui veulent encore acheter. Ce qui fait qu'on a une accélération parce que les gens qui veulent vendre sont obligés d'aller chercher plus loin, plus vite, ceux qui sont disposés à acheter. Ce type d'accélération, ça traduit un déséquilibre de marché. Et ce déséquilibre fait que tous ceux qui sont vendeurs, c'est-à-dire qui sont en position de vendeurs déjà, vont, comme ils gagnent beaucoup, vont commencer à se racheter. Et comme ils sont beaucoup, souvent, eh bien, ça entraîne des réactions en chaîne et ils commencent à se racheter en masse. Et c'est la fin du mouvement éventuel. Donc, quand vous voyez une action-réaction ou une forte accélération, comme on voit ici, alors c'est important de penser à sortir. En ce qui concerne un indicateur, cette fois, quelquefois, la stochastique pondérée moyen terme présente ce type de structure, c'est-à-dire la situation est globalement baissière, et tout d'un coup, vous voyez, à ce niveau-là, vous avez une conjonction complète, c'est-à-dire qu'à la fois la STPMT et toutes les composantes de la STPMT sont à un niveau très proche de zéro, toutes ensemble. Ça, c'est une indication la plupart du temps de fin de mouvement. Donc, quand vous avez ça, là, si vous l'avez à ce niveau-là, vous allez sortir sur cette bougie noire. C'est quand même une indication très intéressante d'un moment où il faut penser à prendre ces bénéfices. Une autre indication que vous pouvez avoir, c'est la plus grande bougie du mouvement. C'est une bougie qui est nettement plus grande que l'ensemble des bougies. Alors, je ne parle pas de la bougie de départ. La bougie de départ peut être très importante. Je parle des bougies qui ont accompagné le mouvement. Vous voyez, globalement, la taille des bougies est assez peu importante et tout d'un coup, vous avez une grande bougie oscillaire. Là, alors, c'est très rare qu'on ait une accélération du mouvement derrière. Ça peut se présenter. Donc, je ne vous dirais pas il faut vendre au moment où on a une grande bougie. Là, ça semble parfait. Mais plutôt, on resserre un maximum le stop et on fait quand on a une grande bougie comme ça, de manière à ce que si ça continue, s'il y a une accélération, on ne sait pas pourquoi, eh bien, on reste dans le trade. Par contre, si la grande bougie dénote effectivement un bon moment de sortie, eh bien, on va sortir assez rapidement. On va certes perdre un petit peu par rapport au plus haut, mais on est prêt. Quand on voit une grande bougie, on est prêt à prendre éventuellement les bénéfices parce que c'est une indication très possible de fin de mouvement. On arrive à la fin. Donc, en conclusion, n'oubliez pas que la priorité des priorités, c'est de connaître ses faiblesses, c'est-à-dire savoir quand on stresse, savoir les détecter, donc savoir se dire « Oh mince, là, je suis en train de perdre le contrôle, ce n'est pas moi, c'est pas ma réflexion qui me fait agir, ce sont mes instincts de survie ou de combat. » Donc, pour ne pas subir la loi des cerveaux primaires et secondaires, il faut être capable à tout moment, surtout quand on va faire une bêtise et qu'on le sait, eh bien, il faut être capable à tout moment de se dire là, non, ça ne va pas, je dois sortir de position parce que je ne suis plus en état de trader correctement. Ensuite, il faut avoir la volonté, bien sûr, de tenir compte des règles de trading, de les respecter pour assurer la sécurité du compte. Parce que ce n'est pas sur un jour, une semaine, un mois que se jugent les résultats. Les résultats se jugent sur la régularité de la progression. La régularité de la progression, ça veut dire que vous tenez compte des règles, les 6 règles que je vous ai données ici.
pouvez rajouter éventuellement des règles supplémentaires si vous en voyez que j'ai ou bien oublié ou bien qu'il est important de respecter pour vous. Ensuite, n'oubliez pas d'étudier le marché que vous tradez. Ne tradez pas un truc au hasard. Est-ce que sur ce marché, je peux trader les tendances? Est-ce que les sorties de range sont intéressantes, propres ou pas? Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on doit faire, c'est prendre le temps d'étudier le marché, de noter, de faire des tableaux Excel, des calculs pour voir un petit peu quelle est la nature du marché que l'on trade. Et seulement après tout ça, avoir une méthode facile à surveiller, qui ne vous pas 6 écrans avec un graphe sur chaque écran avec 5 indicateurs. Ça c'est joli, ça fait pro, mais non, en fait c'est pas pro. Donc une méthode facile à surveiller, et n'oubliez pas, quelle que soit votre méthode, qu'il faut tenir compte des supports à résistance. C'est pratiquement le b.a.-ba de tout. Voilà, je suis disponible maintenant si vous avez des questions. Je n'ai pas vu de questions qui soient données pour l'instant. Alors, merci Eric déjà pour cette présentation. Tu as indiqué donc dans ton webinaire, en début de webinaire, où trouver le PDF. Je précise que cette intervention est enregistrée et sera de fait convertie en mode vidéo et mise en ligne sur la chaîne YouTube de WH Self Invest comme l'ensemble des autres webinaires. Donc, c'est aussi une occasion, peut-être parce que j'ai trouvé quand même que le webinaire était très intéressant, mais peut-être très dense, et qu'il est peut-être effectivement utile de le revoir, ne serait-ce que pour bien revoir tous les points en détail, sachant qu'effectivement, c'est un peu comme quand on est à l'école ou autre, ou qu'on suit quelque chose, on sait très bien que si on est là, on est 1 heure à écouter quelque chose, c'est strictement matériellement impossible de retenir 100% de ce qui a pu être dit. Donc, ça peut être tout à fait intéressant de revoir le webinaire en mode replay, comme on dit. Et de fait, ce webinaire sera disponible d'ici la fin de semaine sur notre chaîne YouTube. Les autres webinaires d'Eric et de bien d'autres sont également disponibles sur la chaîne YouTube. Et pour trouver la dite chaîne YouTube, c'est extrêmement facile. Dans son moteur de recherche favori, on saisit Self Invest et YouTube et on a un lien. On choisit la chaîne française parce qu'il y a des chaînes en allemand, en néerlandais ou en anglais. Donc, il faut choisir la chaîne tant qu'à faire française. C'est toujours mieux d'être dans sa langue maternelle pour suivre l'intervention, bien que s'il y a des personnes qui maîtrisent l'allemand, par exemple, il faut savoir qu'on a aussi beaucoup de contenu en langue allemande et que ça peut être intéressant d'aller écouter ce qui se dit par certains traders à Francfort ou autres. Voilà. Donc, je ne vois pas non plus d'autres questions. Donc, je pense que on va peut-être encore laisser un tout petit peu de temps, ou du moins je vais couper déjà l'enregistrement pour faire une vidéo d'une minute, d'une heure, pardon.